Il était une fois, dans une forêt dense et bruyante, une petite troupe de grenouilles qui bondissait joyeusement à travers les fougères. Soudain, le drame se produit, 2 d'entre elles trébuchent et tombent au fond d'une fosse sombre et profondément creusée dans la terre. Les autres grenouilles, restées en haut, se penchent au-dessus du trou. En voyant la profondeur abyssale, elles commencent à crier aux 2 malheureuses qu'il n'y a aucun espoir, que la paroi est trop abrupte. Et qu'elles feraient mieux d'accepter leur destin funeste. Au début, les 2 grenouilles tombées ignorent ces cris de désespoir et sautent de toute leur force pour s'échapper. Mais la foule en haut insiste, hurle que c'est inutile, qu'elles vont mourir d'épuisement. Finalement, l'une des 2 grenouilles, brisée par ces paroles toxiques, abandonne, s'effondre et meurt de désespoir. L'autre, cependant, continue de sauter. Elle saute avec une énergie presque surnaturelle, s'écorchant contre les parois, poussant ses muscles à la limite absolue. Plus les grenouilles en haut crient de s'arrêter, plus elle saute haut. Et dans un élan miraculeux, elle parvient à s'accrocher au bord et à se hisser hors de la fosse. Stupéfaite, les autres l'entourent et lui demandent pourquoi elle a continué alors qu'elle lui disait d'abandonner. C'est alors qu'une vieille grenouille sage révèle le secret, la grenouille survivante était sourde. Pendant tout ce temps, en voyant les autres s'agiter au bord du trou, elle croyait qu'elle l'encourageait avec ferveur. Cette simple pensée, cette perception déformée mais profondément positive, lui a donné la force vitale nécessaire pour accomplir l'impossible. Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de réflexion où nous allons explorer les mystères de notre esprit. Cette petite histoire de la grenouille sourde n'est pas qu'un simple conte pour enfants. C'est la métaphore parfaite de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Notre attitude, nos croyances, et la manière dont nous filtrons le monde extérieur déterminent littéralement notre destin. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une boîte à outils extraordinaire, celle de la programmation neurolinguistique, ou PNL. En nous appuyant sur les idées brillantes et accessibles du livre de Philippe Miller. Ne vous laissez pas intimider par ce nom barbare de programmation neurolinguistique. Si nous le décortiquons ensemble, c'est en réalité très poétique. Neuro représente notre système nerveux, notre cerveau, et la façon dont nous absorbons le monde à travers nos 5 sens. Linguistique englobe les mots que nous utilisons, mais aussi le langage silencieux de notre corps, qui trahit souvent nos pensées les plus intimes. Et enfin, programmation fait référence à nos habitudes, à ces schémas de pensée et de comportement qui tournent en boucle dans notre esprit. Souvent à notre insu. Philippe Miller compare la PNL à une véritable boîte à outils de la vie. Imaginez cette boîte divisée en 2 compartiments, le premier contient les outils pour vous comprendre vous-même, et le second, ceux pour comprendre les autres. C'est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Pour commencer ce voyage, il faut poser des fondations solides. L'une des idées les plus puissantes et les plus bouleversantes que nous offre cette approche est la suivante, la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que la façon dont vous percevez le monde n'est pas le monde réel. Ce n'est qu'une représentation, une carte que vous avez dessinée dans votre esprit, basée sur votre éducation, vos valeurs, vos souvenirs et vos blessures. Imaginez que nous nous promenions ensemble dans un magnifique jardin. Vous pourriez être émerveillé par le parfum des roses et le chant des oiseaux, vous sentant en paix. Moi, à côté de vous, je pourrais ne voir que les mauvaises herbes qui envahissent les allées. Ressentant de l'anxiété face au travail de jardinage à accomplir. Nous sommes dans le même territoire, mais nos cartes mentales sont radicalement différentes. C'est pourquoi, si souvent, nous ne comprenons pas nos conjoints, nos collègues ou nos enfants. Nous essayons de les forcer à lire notre carte, alors qu'ils naviguent avec la leur. L'auteur raconte l'histoire touchante de son père vivant dans une maison de retraite. Quand il allait le voir, il entrait dans un monde parallèle où le temps n'avait plus la même signification. Les résidents jouaient au bingo, certains n'entendaient pas les numéros, d'autres ne voyaient pas leur grille, c'était un joyeux chaos. Pour un observateur extérieur, cela pouvait paraître absurde ou triste. Mais pour ces personnes âgées, c'était leur réalité, et elles s'en amusaient beaucoup. Pour vraiment communiquer avec eux, il fallait laisser sa propre carte du monde à la porte et accepter d'entrer dans la leur. C'est le point de départ de toute véritable empathie. Cela nous amène à un autre concept fondamental qui a le pouvoir de transformer notre quotidien, l'idée qu'il n'y a pas d'échec. Seulement du feedback, seulement des retours d'expérience. Nous vivons dans une société paralysée par la peur de l'erreur. Les médias nous bombardent de drames, de faillites et de fautes. Nous sommes terrifiés à l'idée de nous tromper, alors nous restons dans notre zone de confort,
accrochés à ce que nous connaissons. Mais pensez aux grands athlètes. Un attaquant de football de classe mondiale sait que sur 10 tirs au but, peut-être seulement 5 ou 6 feront mouche. Est-ce qu'il se considère comme un échec total pour les tirs ratés? Absolument pas. Chaque tir manqué est une information précieuse, un ajustement pour le prochain essai. Le célèbre dramaturge Samuel Beckett l'a résumé d'une manière magistrale: déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. Si nous redéfinissons le mot échec pour y voir une opportunité d'apprentissage, nous déverrouillons une audace incroyable. Et si ce que vous faites ne fonctionne pas, la règle est simple, presque enfantine, mais si difficile à appliquer: faites autre chose. C'est la définition même de la folie que de répéter inlassablement la même action en espérant un résultat différent. Si votre ordinateur plante et que vous vous acharnez sur le clavier en hurlant, vous n'améliorez pas la situation. Prendre du recul, respirer, et essayer une approche différente est la seule voie vers la solution. Mais comment savoir quelle approche adopter? Comment comprendre ce qui nous motive vraiment, nous et les autres? Pour cela, j'aimerais que vous fassiez appel à votre imagination et que vous visualisiez un oignon. Oui, un simple oignon, avec ses multiples couches. Cet oignon représente notre personnalité. Les 2 couches extérieures sont visibles par tous, c'est notre environnement, c'est-à-dire où nous sommes et avec qui nous sommes. Et nos comportements, c'est-à-dire ce que nous disons et faisons. Si nous creusons un peu plus, nous trouvons la 3e couche, nos capacités, nos compétences, ce que nous savons faire. C'est souvent à ce niveau que se limitent nos interactions sociales. Mais le véritable cœur du réacteur, les couches profondes de l'oignon, sont invisibles. La 4e couche est celle de nos croyances et de nos valeurs, ce qui est fondamentalement important pour nous, comme la famille, la liberté ou la sécurité. En dessous, c'est notre identité, qui nous croyons être au plus profond de nous-mêmes. Et tout au centre, le noyau, c'est notre but, notre mission de vie, notre spiritualité. Comprendre ce modèle de l'oignon est crucial pour nos relations. Imaginez que vous grondiez un enfant. Si vous lui dites ce que tu as fait est mal, vous ciblez son comportement, la couche extérieure. C'est constructif. Mais si vous lui dites tu es un mauvais garçon, vous attaquez directement son identité, le cœur de l'oignon. Cette parole toxique peut s'ancrer en lui pour la vie. De la même manière, pour motiver quelqu'un, vous devez trouver ces boutons chauds qui se cachent dans ses valeurs et ses croyances profondes. Et non pas seulement lui dicter des comportements. Maintenant, penchons-nous sur la manière dont ces différentes couches s'expriment à travers nos sens. Nous avons tous une manière privilégiée d'absorber le monde. Certains d'entre nous sont très visuels. Ils pensent en images, parlent vite parce que les images défilent rapidement dans leur tête, et utilisent des expressions comme « je vois ce que tu veux dire » ou « c'est clair comme de l'eau de roche ». D'autres sont auditifs. Ils sont sensibles au ton de la voix, au bruit de fond, et diront plutôt « ça me parle » ou « cette idée sonne faux ». Et puis, il y a les kinesthésiques, ceux qui filtrent le monde par les sensations et les émotions. Ils ont tendance à parler plus lentement, à prendre le temps de ressentir les choses, et utiliseront des mots comme « je saisis l'idée » ou « c'est une situation pesante ». Reconnaître le canal sensoriel privilégié de votre interlocuteur est comme trouver la fréquence exacte d'une station de radio. Si vous essayez de vendre une idée à un visuel en lui faisant un long discours monotone sans aucun schéma ni métaphore imagée, vous allez le perdre. Mais si vous lui dites « imaginez le tableau, visualisons ensemble les perspectives lumineuses de ce projet », vous capterez immédiatement son attention. C'est une danse subtile, une adaptation permanente qui crée ce qu'on appelle le rapport, ou l'harmonie. En parlant de sensations et de souvenirs, avez-vous déjà remarqué comment une simple odeur ou une mélodie peut vous propulser des années en arrière? Une bouffée de parfum dans la rue, et soudain, vous revoyez le visage de votre premier amour. Une chanson à la radio, et vous ressentez l'insouciance de vos vacances d'été à 15 ans. C'est ce que la PNL appelle un ancrage. Un ancrage est une connexion neurologique puissante entre un stimulus externe, comme un son ou une odeur, et un état émotionnel interne. Ces ancres peuvent être de merveilleux alliés. Par exemple, ressentir le sable chaud sous ses pieds peut instantanément déclencher un état de relaxation profonde. Mais elles peuvent aussi être de terribles boulets. Le crissement d'une craie sur un tableau noir, ou l'odeur de la cigarette froide, peuvent susciter un dégoût ou une anxiété immédiate. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas esclaves de ces ancrages.
Nous pouvons apprendre à les désamorcer et à en créer de nouveaux. Si une situation vous angoisse, vous pouvez utiliser votre écran mental intérieur. Imaginez cette situation stressante comme une image sur un écran d'ordinateur, et mentalement, cliquez sur le bouton « Réduire ». Rendez l'image minuscule, en noir et blanc, éloignez-la. Puis, remplacez-la par une image immense, lumineuse et colorée d'un moment où vous vous sentiez puissant et serein. Avec de la pratique, vous pouvez reprogrammer vos réactions émotionnelles. Cependant, pour que cette magie opère dans nos interactions avec les autres, il faut cultiver une compétence rare et précieuse. La capacité à changer de perspective. Avez-vous déjà eu une conversation où vous aviez l'impression de parler à un mur? Où l'autre semblait complètement fermé à vos arguments? Dans ces moments-là, nous sommes généralement bloqués dans ce qu'on appelle la première position, c'est-à-dire notre propre point de vue. Nous sommes obsédés par nos propres besoins, nos propres raisons. Pour débloquer la situation, il faut faire l'effort intellectuel et émotionnel de passer en deuxième position. Imaginez physiquement que vous vous levez de votre chaise et que vous allez vous asseoir à la place de votre interlocuteur. Regardez la situation à travers ses yeux. Qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont ses peurs? Qu'est-ce qui est important pour lui à ce moment précis? C'est un exercice d'empathie radicale. Et si cela ne suffit pas, passez en troisième position, celle de l'observateur neutre, comme une mouche sur le mur. Que dirait un spectateur impartial de votre interaction? Qui est agressif? Qui est sur la défensive? C'est ici qu'intervient une notion fantastique introduite dans le livre, le stuphométer, ou l'indicateur de préoccupation personnelle. Imaginez un cadran dans votre tête pendant que vous parlez à quelqu'un. Si l'aiguille est à 100%, cela veut dire que vous ne parlez que de vous, que vous n'écoutez que pour préparer votre prochaine réplique. Vous êtes totalement centré sur votre propre ego. Le véritable art de la communication consiste à faire baisser cette aiguille, à laisser de l'espace à l'autre, à s'intéresser sincèrement à sa carte du monde. Et cela nous mène naturellement à l'art oublié de l'écoute. Nous pensons tous savoir écouter, mais en réalité, il existe plusieurs niveaux de profondeur. Le premier niveau est l'écoute cosmétique. Vous hochez la tête, vous dites mais en réalité, vous pensez à votre liste de courses ou vous regardez la télévision. C'est une présence fantomatique. Le deuxième niveau est l'écoute conversationnelle. Vous entendez les mots, mais vous attendez juste une pause dans le discours de l'autre pour pouvoir placer votre propre anecdote. C'est un duel d'ego. Le troisième niveau est l'écoute active. Là, vous êtes concentré, vous retenez les faits, vous analysez. C'est très utile dans le monde professionnel. Mais le Graal, c'est le quatrième niveau, l'écoute profonde. Dans cet état de grâce, vous faites taire complètement votre dialogue intérieur. Vous n'analysez pas, vous ne jugez pas, vous ne cherchez pas de solution à proposer. Vous êtes totalement présent pour l'autre, attentif à ses mots, mais aussi à ses silences, à sa respiration, aux micro-expressions de son visage. Vous écoutez non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il essaie de dire. L'écoute profonde est un cadeau rare que nous offrons à l'autre, un espace de sécurité où il peut véritablement se révéler. Mais l'écoute ne suffit pas. Il faut aussi prêter attention aux mots que nous prononçons, car notre langage n'est pas seulement un outil de description. C'est un outil de création. Les mots que nous choisissons sculptent notre réalité. L'une des découvertes les plus fascinantes de la neurologie est que notre cerveau ne comprend pas la négation de manière directe. Si je vous dis maintenant, ne pensez surtout pas à un éléphant rose, que se passe-t-il? Vous venez de penser à un éléphant rose. Pour comprendre la phrase, votre cerveau a d'abord dû créer l'image que je vous interdisais d'avoir. C'est pourquoi formuler nos désirs de manière négative est un piège redoutable. Si vous dites à un enfant « ne tombe pas », vous lui mettez l'image de la chute en tête. Dites-lui plutôt « accroche-toi bien ». Si vous vous dites « je ne veux plus être gros » ou « je ne veux plus être stressé », vous focalisez votre énergie mentale sur le poids et le stress. La clé est de formuler ce que vous voulez de manière positive. Dites « je veux être en pleine forme et mince » ou « je veux ressentir de la sérénité au quotidien ». C'est un pivotement mental subtil mais d'une puissance absolue. En écoutant attentivement, vous remarquerez aussi que les gens utilisent des filtres pour donner du sens à leur monde. Ces filtres, ou métaprogrammes, sont comme des lunettes colorées à travers lesquelles nous regardons la vie. Prenons un exemple. Face à un objectif, certaines personnes sont motivées par le filtre balai vert. Elles sont attirées par la récompense, le succès,
la vision de ce qu'elles veulent accomplir. D'autres utilisent le filtre s'éloigner d'eux. Elles sont motivées par la peur de l'échec, le besoin d'éviter la douleur ou la pauvreté. Aucune n'est meilleure que l'autre, mais si vous essayez de motiver une personne s'éloigner d'eux en lui promettant des bonus incroyables, elle restera de marbre. Parlez-lui des risques qu'elle évitera en agissant, et elle se mettra en mouvement. Il existe d'autres filtres fascinants, comme ceux qui voient toujours la grande image et s'ennuient avec les détails. Face à ceux qui ont besoin de chaque petite pièce du puzzle pour avancer. Ou encore ceux qui cherchent la stabilité et détestent le changement, face à ceux qui recherchent l'innovation et la nouveauté à tout prix. Apprendre à repérer ces filtres dans le langage de vos interlocuteurs vous donne une clé magistrale pour adapter votre communication et créer une résonance authentique. Et que dire de nos croyances? Ces phrases que nous nous répétons comme des vérités absolues. Je suis nul en maths, je ne sais pas parler en public, je n'ai pas l'oreille musicale. L'auteur partage une anecdote très personnelle et poignante. À l'âge de 8 ans, lors d'une audition pour la chorale de l'école, la maîtresse s'est arrêtée près de lui et lui a dit sèchement « Toi, assieds-toi là-bas et contente-toi d'écouter ». Cette simple phrase a créé une croyance limitante dévastatrice. Pendant plus de 50 ans, il a été intimement convaincu qu'il ne savait pas chanter, qu'il était incapable de distinguer une note d'une autre. Jusqu'au jour où, poussé par la curiosité, il a consulté un hypnothérapeute qui, en 30 secondes, lui a prouvé le contraire. Il n'était pas dépourvu de talent, il n'avait simplement jamais appris. Combien de « je ne peux pas » dans notre vie sont en réalité des « je n'ai pas encore appris ». Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je ne suis pas capable de », ajoutez simplement le mot « encore » à la fin de votre phrase. Je ne suis pas capable de parler espagnol encore. Sentez-vous comment ce petit mot ouvre immédiatement la porte des possibles? Il transforme une condamnation à perpétuité en une opportunité d'évolution. Pour transformer ces nouvelles croyances en réalité, nous devons apprendre à formuler nos objectifs d'une manière qui enflamme notre cerveau. Vous connaissez peut-être la méthode SMART pour fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est très utile, certes, mais c'est souvent très froid, très cérébral. Dire « je veux perdre 3 kilos en 8 semaines » est un objectif SMART, mais est-ce que cela vous fait vibrer le matin en vous levant? Probablement pas. Pour que votre inconscient se mette en marche, il faut créer une vision riche et sensorielle. C'est l'exercice de la carte postale du futur. Imaginez que nous sommes dans 5 ans. Vous avez atteint tous vos rêves les plus fous. Écrivez-vous une lettre depuis ce futur. Que voyez-vous autour de vous? Quelles sont les couleurs de votre environnement? Que entendez-vous? Est-ce le rire de vos enfants, le silence apaisant de la nature, les félicitations de vos collègues? Que ressentez-vous physiquement? Quelle est votre posture, comment respirez-vous? Plus vous rendrez cette vision détaillée et palpable, plus votre cerveau l'acceptera comme une réalité atteignable et commencera, presque à votre insu, à aligner vos actions quotidiennes pour vous y mener. Mais tout ce voyage intérieur, toute cette introspection et ces belles visualisations ne servent à rien si elles ne sont pas suivies d'action. Penser est le brouillon, agir est le chef-d'œuvre. L'inertie est le plus grand ennemi du changement. C'est ici que j'aimerais partager avec vous une histoire célèbre concernant le Mahatma Gandhi, qui illustre parfaitement cette transition entre la pensée et l'action. Un jour, une mère désespérée, ayant voyagé pendant des jours sous un soleil de plomb, arrive devant Gandhi avec son jeune fils. Elle s'incline et lui dit « Mahatma, je vous en supplie, mon fils mange beaucoup trop de sucre. C'est mauvais pour sa santé, mais il ne m'écoute pas. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter, il a un immense respect pour vous et il vous obéira. » Gandhi regarde l'enfant, reste silencieux un long moment, puis dit à la mère « Revenez me voir dans 3 semaines. » La mère est perplexe, un peu déçue, mais elle obéit. Elle refait le long voyage de retour, attend 3 semaines, et revient voir Gandhi. Cette fois, Gandhi s'approche du petit garçon, le regarde droit dans les yeux avec une douce fermeté et lui dit simplement « Mon enfant, arrête de manger du sucre. » Le garçon hoche la tête, profondément touché, et promet d'arrêter. La mère, soulagée mais intriguée, demande alors à Gandhi « Merci, Mahatma. Mais pourquoi m'avoir fait attendre 3 semaines et faire tout ce voyage pour lui dire cette simple phrase? Vous auriez pu lui dire la première fois. » Gandhi sourit doucement et répond « Il y a 3 semaines, madame, je mangeais moi-même encore du sucre. » Cette histoire est bouleversante de vérité.
Elle nous rappelle qu'il est facile de parler, de donner des conseils, de conceptualiser des théories brillantes sur la psychologie ou la communication. Mais le véritable pouvoir, la véritable influence, naît de l'incarnation. Vous ne pouvez pas exiger des autres une flexibilité que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas demander à votre entourage d'être positif si vous passez votre temps à vous plaindre. Si vous voulez que vos relations s'améliorent, soyez le premier à faire preuve d'empathie. Si vous voulez être compris, commencez par faire l'effort d'écouter profondément. Les outils que nous avons explorés aujourd'hui au comprendre que la carte n'est pas le territoire, utilisez le feedback plutôt que de craindre l'échec. Prêtez attention aux mots et aux filtres, se mettre à la place de l'autre ou tout cela forme un arsenal magnifique. Mais ces outils resteront rouillés au fond de la boîte si vous ne décidez pas, aujourd'hui, de les prendre en main. Alors, au moment où ce podcast s'achève, je vous invite à faire un choix. Ne laissez pas ces mots s'évaporer. Prenez une seule idée de ce que nous avons partagé. Peut-être allez-vous faire attention à formuler vos phrases positivement aujourd'hui. Peut-être allez-vous essayer de baisser l'aiguille de votre stuphométrie lors de votre prochain repas en famille et vraiment écouter ce que l'autre a à dire. Ou peut-être allez-vous enfin oser ajouter le mot encore à cette chose que vous croyez ne pas savoir faire. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt, entre vos deux oreilles. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment d'exploration avec moi. N'oubliez jamais que votre esprit est un jardin, c'est à vous de choisir les graines que vous y plantez. Cultivez-les avec soin, avec bienveillance, et regardez votre réalité se métamorphoser. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de nous-mêmes. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de vos pensées.